Alors, l'idée de base, je vous présente un petit peu comment c'est arrivé à Zelda, comment on est arrivé à faire du Zelda, à jouer à Zelda. Bah ouais, carrément, quel bonheur quoi. Alors à la base, c'est une idée qui vient de Shigeru Miyamoto, qu'on connaît parce qu'il a fait plein d'autres trucs. Oui. Ou pas. Là, en fait, on arrive à un stade où on estime que vous avez retenu des choses qu'on vous a dites avant. Donc, on va pas rappeler à chaque fois qui est Shigeru Miyamoto. Même si je sais pas si on en a parlé vraiment plus que ça. Pas tant que ça. On n'a pas parlé. Pas ma connaissance, non. C'est vrai. Bon, bah, c'est le papa de Mario et de Zelda, principalement. On a parlé peut-être plus de Sakaguchi. C'est quelqu'un qui est très important chez Nintendo. Oui. Qui est décédé. Kojima. Ouais. Donc, en fait, voilà. Miyamoto, il se rappelle de ses balades en forêt quand il était enfant. Ce sentiment de liberté, l'absence de repères et de limites, et une place conséquente accordée à son imaginaire. Il se souvient particulièrement d'une grotte qu'il avait découverte dans sa province de Sonebesho et qu'il avait longtemps hésité à explorer. Et souvent, il se souvient, que le jour où il a commencé à explorer cette grotte, en fait, il s'est rendu compte qu'à l'intérieur, il y avait une deuxième grotte. Et là, il s'est dit, ce serait bien quand même que on offre ces expériences-là, ces feelings-là, à des gens qui jouent aux jeux vidéo. C'est ce qui lui a inspiré Mario, c'est aussi le côté grotte, le côté tuyau, machin, tout ça. Et c'est aussi ce qui lui a inspiré Zelda. En fait, lui, il voulait un jeu dans lequel les joueurs se sentiraient perdus, dans un monde qui aurait pas de limite, dans lequel ils apprendraient à se perdre, ils apprendraient à le connaître, à l'apprivoiser au fil de leurs aventures, de leurs essais. Un monde rempli de secrets et d'exploration, où l'exploration se fait à tâtons. Et donc, il crée ce qu'il appelle alors, à l'époque, c'est l'expression qu'il a utilisée quand il a dit, bon, venez les gars, on va faire un jeu. Le jeu, en fait, ça sera une sorte de jardin miniature enfermé dans un tiroir. Et je trouve ça poétique, et en même temps incompréhensible. Mais effectivement, quand on a joué à Zelda au premier Zelda, on se dit, bah oui, c'est un petit peu ce côté-là. Quand je sais pas si vous avez eu une époque, moi je rappelle, sous forme presque de poster, avec la carte, en fait. On va y revenir à la carte. Elle est importante, la carte. Et voilà, et il se dit, voilà, les joueurs seront libres d'explorer à leur manière. Avec l'idée que les frontières sont pas symbolisées par des éléments immuables ou des pics de difficulté, mais par la volonté du joueur d'explorer plus loin. En fait, et c'est vrai que c'est un truc qu'on remarque pas forcément tout de suite dans un Zelda, mais la difficulté, c'est des Zelda, elle suit une courbe assez plate en fait. C'est-à-dire que les zones que tu vas explorer en dernier sont pas forcément plus difficiles que les zones sur lesquelles tu vas tomber le tout début du jeu. En fait, ce qui va évoluer, c'est la capacité du joueur à s'adapter à ces difficultés, à se dire bon bah là c'est bon, je peux aller explorer plus loin. En fait, ce qui va freiner le joueur, c'est pas des obstacles infranchissables, c'est plus ce côté, cette zone-là, j'aimerais bien l'explorer, mais elle est après plein d'autres zones que je viens d'explorer, et j'ai des ressources limitées, et j'ai des vies limitées. Et du coup, l'un des derniers jeux, répondent parfaitement à cette problématique-là, en fait. Bon, après, on y reviendra. On y reviendra, bien sûr. Et donc, voilà comment est née l'idée de Zelda. Il est sorti quand même en 1986, donc c'est un jeu qui a presque 40 ans. Donc, on parle de The Legend of Zelda, le tout premier jeu. Ouais. Et du coup, ça a été une claque pour tout le monde. Et ce que j'ai trouvé fou déjà, c'était une cartouche d'or en fait. Déjà, il y avait déjà un petit peu la classe sur la NES, c'était des cartouches en or. Le premier jeu avec une sauvegarde. Effectivement. Et mine de rien, c'est pas anodin. Parce que, on était sur NES. Au Japon, sur NES, ils jouaient sur des disquettes, ce qui fait que ça leur permettait effectivement d'avoir des sauvegardes. En Europe et aux États-Unis, on n'avait pas, on était sur des cartouches. C'est vrai que la sauvegarde, c'était impossible, c'était avec des codes. Sauf que, des codes, des codes Wi-Fi, quoi. C'était ça, les trucs, quoi. Alors c'est ça. En fait, t'avais deux écoles. T'avais soit on sauvegarde juste là où est arrivé le joueur. En gros, t'es arrivé au niveau 5, ok, ton code, c'est un truc qui faisait 6 caractères. Ou alors on disait, ok, tu joues un RPG, donc ton inventaire, il faut, dans un code qu'on sauvegarde, ton inventaire, ta position, tous les trucs que t'as débloqués, les donjons que t'as fait, ceux que t'as pas fait, les ennemis que t'as battus, ceux que t'as pas battus. Tiens, voilà le code qui fait 3 pages. Genre Faxanadu, quoi. Ouais, moi je me souviens, c'était sur, je crois que c'était un Zelda-like d'ailleurs, un jeu qui ressemblait beaucoup, qui est vraiment une copie, qui se voulait une copie de Zelda, c'était Adam's Family Values sur Super NES, et je crois qu'il y avait des codes, mais qui faisaient genre 4 lignes, un truc comme ça. Ouais, c'était horrible, ouais. Et donc voilà, Nintendo, avec Zelda, ils se sont dit, en fait, non, là, ce jeu, on peut pas le vendre en Europe s'il n'y a pas un moyen de sauvegarder. Et donc, c'est là qu'ils sont venus avec cette ROM qui était installée sur les disquettes, sur les cartouches, avec une petite pile au lithium qui assurait que le truc était toujours alimenté en énergie, même quand la cartouche était pas dans une console, et qui permettait de faire une sauvegarde. Et mine de rien, c'est une innovation sur laquelle on aurait jamais eu, par exemple, en Europe, on n'aurait jamais eu Final Fantasy, par exemple.
Je veux dire, t'imagines, tu joues à Final Fantasy et t'éteins la console, ta partie, elle est finie. Pour mémoire, avec mon frangin et mon pote Pascal et d'autres potes en commun, je pensais de ça. Nous, on avait une cartouche américaine de Final Fantasy, donc avec l'adaptateur, et je crois qu'on en reparlait l'autre jour parce qu'on s'est vu. J'ai dû refaire ce début. J'ai montré la version Switch, en fait, le pixel remaster de Final Fantasy 6. Et on a dû refaire ce début à peu près une bonne centaine de fois parce que la partie s'est effacée. Parce qu'avec la carte, l'adaptateur, ça faisait merder le truc. Donc c'était horrible. Mais oui, effectivement, dans l'absolu, on n'aurait jamais eu Final Fantasy, mais... Mine de rien, hein, juste comme ça, au hasard, enfin, au passage, c'est grâce à Zelda qu'on a eu Final Fantasy en Europe. Voilà. Ah, c'est cool. Parce que mine de rien, Zelda, on pourrait presque le finir en d'une seule traite. Le premier Zelda, The Legend of Zelda. Si tu connais par cœur, ouais. Mais en fait, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce jeu t'amène à le connaître par cœur. Ouais. Et il faut qu'on parle de la carte. Allez, parlons de la carte. Si c'est le moment de parler de la carte, parlons de la carte. En fait, c'est toujours le moment de parler de la carte. Il faut... Parce qu'en fait, là, il y a un truc qui est génial dans... Donc, c'est un monde ouvert. Le premier, enfin, à ma connaissance. Bon, c'est pas le premier, mais c'était assez... Enfin voilà, c'est un monde sans limite, en tout cas, où t'as un overworld qui va relier... Dans lequel tu vas trouver des donjons et des trucs comme ça. Mais globalement... Tu peux te balader dans la carte du monde. Un peu partout, sauf que il y a des endroits où tu fais un petit peu défoncer, mais en dehors de ça, effectivement, tu peux te balader partout. Ce que tu dis au début, en fait, c'est-à-dire que pour le coup, je me sens pas prêt, j'ai pas assez de cœur pour aller dans cette zone-là, je vais pas trop faire le fanfaron. Alors, du coup, je suis obligé de faire une grosse parenthèse, un gros détour sur un des autres éléments, peut-être l'élément le plus important que Zelda nous a apporté, qui est justement cette façon de fragmenter l'espace de jeu dans des zones qui sont accessibles, tu peux les voir. Tu pourrais presque y aller, mais il te manque un truc pour y aller. Il te manque un objet, il te manque une capacité, il te manque un peu de force, il te manque des cœurs, il te manque... Et ce qui fait que tu dis, ouais, ok, ça je sais que je peux y aller, je peux le voir, cette zone, mais si tu veux y aller, il faut que tu débloques le radeau, il faut que tu débloques le bracelet de force, il faut que tu débloques ce truc-là. Et ça, mine de rien, c'était le concept déjà qu'on avait le tout premier Zelda, et qui s'est retrouvé dans tous les Zelda par la suite. Et c'est aussi ce qui a inspiré le genre de Metroidvania. Oui. Je veux dire, c'est la base enfin, sauf que le Metroidvania le fait sur un jeu de plateforme, alors que là on est sur un jeu d'action-aventure. Mais c'est la base du Metroidvania. D'ailleurs, Koichi Igarashi, le créateur de Castlevania Symphony of the Night, il assume complètement. Lui, il a dit, moi je voulais faire un Castlevania, mais qui s'inspire de Zelda. Je voulais importer des éléments de gameplay du tout premier Zelda dans Castlevania. Et de la même manière que Metroid, à l'époque où il est sorti, donc quelques années après Zelda, c'était à l'époque on disait ce jeu il est ouf, c'est Mario mélangé avec Zelda dans un univers SF futuriste. Donc ça c'est peut-être le plus gros héritage qu'on a de Zelda aujourd'hui, c'est que sans Zelda pas de Metroidvania, sans Metroidvania pas de Souls-like, sans Zelda pas d'Elden Ring. Enfin, je veux dire, Oui, c'est là qu'on voit l'influence immense qu'a pu avoir ce jeu. Alors, même si, pour être tout à fait correct, c'est pas le premier jeu qui utilisait ce mécanisme-là. Le premier jeu, c'était Adventure sur Atari 2600 en 79. Parce qu'on est un podcast de précision. Mais clairement, si tu demandes aux game designers, qu'est-ce qui vous a inspiré à faire un jeu qui utilise ces mécaniques-là? Ils te citent tous The Legend of Zelda. Enfin, il y a personne qui va te dire oui, c'est parce que je joue à Adventure. Donc, ça c'était le premier truc. C'est un monde ouvert. Qui dit monde ouvert, dit map. Et qui dit map, dit carte pour monsieur A. Sauf que... c'est vrai. Et là, je compte parler de la carte juste du premier ou du principe la carte des cartes en général dans Zelda. De la carte du premier. D'accord. Donc en fait, on l'a pas forcément précisé à nos auditeurs et auditrices, mais on a prévu de faire un top 3 de nos Zelda préférés à un moment donné, dans cette miso. Oui. Et du coup là, si on parle que vu que le 1 fait partie de mon top 3, du coup en fait je vais pas trop en reparler après, mais bon très bien. D'accord. Ouais, voilà. Mais après voilà, je vais en choisir un autre, j'en ai plein d'autres sous le coude. Mais bon, c'est cool. Ça. Après je pensais principalement parler de la carte. Vas-y, parle de la carte. Parce que moi il y a un concept que j'adore dans le tout premier Zelda. Et effectivement, il aurait été aussi dans mon top 3 que j'aurais cité. De tous les temps. Effectivement, j'en parle maintenant. Voilà, on gagne du temps. Il y a un truc que j'adore dans ce jeu et que j'aimerais que plus de jeux exploitent encore aujourd'hui, c'est la nécessité de faire une carte. Parce que en fait, même si l'overworld n'est pas très très grand dans le premier Zelda, c'est 16 écrans sur 8 écrans. Ah, j'aurais cru plus, tu vois. Le monde paraît plus immense. Il est designé d'une telle manière qu'on peut se perdre des heures et passer des centaines de fois à côté d'un même passage inexploré.
Sans parler des zones de la forêt perdue, etc., les zones un peu labyrinthes où il faut passer dans des chemins dans un bon ordre, etc. Non, juste t'as des Nombre de écrans cases, quoi. Enfin, t'as nombre de des écrans qui se rectangles. ressemblent, Ouais. qui sont à peu près au même endroit, mais ils sont pas, c'est pas celui-là. Et t'as l'impression que t'es passé, en fait t'es pas passé. Et le seul moyen de s'y retrouver, parce que c'est impossible de tête, c'est impossible. Moi aussi, à force, j'avais une carte mentale complètement de Ouais, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Oui, ça prend des heures et des heures de jeu. Ouais, mais, voilà. mais la carte mentale elle existait, ouais. T'as rapidement des repères quand même. Ouais, hein. Ouais, mais vu qu'il y a pas mal d'endroits Oui. qui se ressemblent, même voilà, il y a des endroits qui ont des géographies qui sont vraiment identiques, quoi. Oui, entre d'ailleurs près de le lac des Fées, la première lac des Fées un petit peu au nord-est et toute la zone à l'ouest. Oui, oui, voilà. Bon après, ouais, c'est surtout, moi je pensais surtout à la zone à l'ouest, ouais, qui était où t'as des forêts qui vraiment, enfin, puis t'as l'impression que t'as plusieurs chemins, mais en fait c'est même au même endroit, mais pas tout à fait. Quelquefois t'as un petit chemin qui, enfin, bref. C'est un peu random. Et donc ouais, dessiner une carte, c'est une stratégie valable dans premier Zelda. Après, tu parles de la carte du monde. Ouais, carte Ouais. du monde. Alors, Ouais. t'as aussi la carte des donjons. T'as la Ouais, carte qui des est donjons. super Là importante. pour le coup, tu peux l'avoir, tu peux la débloquer dans chaque donjon, tu peux la Ouais. trouver et qui t'aide effectivement à C'est trouver, super important, quoi. qui est super important. Dès que tu la trouves, t'es content, tu vois, putain, ça y est, Ouais, c'est clair. j'ai trouvé, je Avec vais trouver plein- le boss, quoi. Ça Ah y ouais, est. et les zones secrètes, du coup, tu avais plein d'endroits, tu te dis, il y a un truc chelou là. Même si les les donjons clés, sont pas tout ça. si grands que ça, hein, après. Ouais, non, t'as vite fait le tour aussi. hein. Donc au pire, Ouais. voilà, tu Une perds pas trop vingtaine longtemps. de trucs maximum en fait. Une vingtaine de Mais sauf donc le voilà, dernier, quoi. dessiner la carte du monde. Et d'ailleurs, on avait la carte du monde dans tous les magazines de jeux vidéo quand Zelda est sorti. Et ça a été une tradition après sur tous les autres Zelda. Un Zelda sortait, les magazines de jeux vidéo dans la semaine sortaient la carte du monde. En te disant, bah voilà, ça va vous aider. Et effectivement, ça t'aidait. Et c'était facile à reproduire parce que la géographie était assez simple. Graphiquement, c'était très simple. C'était très facile de symboliser, bah là, il y a une montagne, là, il y a une rivière. Et ce côté où, ben, ça t'aide d'utiliser un document physique dans la vie réelle. Moi, c'est un truc que j'ai toujours kiffé. Ouais. J'ai kiffé ça dans Keep Talking and Nobody Explodes. J'ai kiffé ça dans, même tu vois, dans Professeur Layton, tu prends des notes sur les énigmes, etc. Bon, c'est pas sur un truc physique, mais Moi, j'ai un très bon exemple dont j'ai déjà sans doute parlé dans le podcast. C'est avec sans doute des fins les pires possibles du monde du jeu vidéo. Dans Jurassic Park sur, je crois que c'était Super NES. ouais. Où en fait avec le frangin et un autre pote à l'époque c'était un voisin, on avait fait la map de toutes les zones en 3D avec l'endroit D'accord, ouais. exactement où il y avait les cartes, l'endroit où il y avait quels dinosaures il y avait, comment enfin, voilà, on avait fait un truc C'est vrai qu'il y avait des passages en 3D, j'avais oublié. comme le truc en fait, il y avait aucune sauvegarde dans ce putain de jeu Super NES. Même pas avec des codes. Du coup, tu devais le finir d'une traite. Donc ce qu'on avait fait. Et on avait, je me rappelle, on avait fait les plans, j'avais fait les plans de toutes les zones en fait, pour pouvoir se repérer, aller chercher la carte à tel endroit parce que c'était un truc qui te faisait aller un peu partout sur la map. Et oui, effectivement, ça je l'ai fait de manière un peu exhaustive à ce moment-là. Toi, t'as un jeu, Jérém, où tu as pu faire ça? Elden Ring, si on veut Bah, un exemple précis. C'est ce que j'allais dire. C'est peut-être les. Je squattais la map du jeu, mais je zoomais à fond et, Ouais, ouais. Et ce que tu voyais dans la map, c'est ça qui fout dans ce jeu, c'est que ce que tu vois dans la map, ça t'indique un vrai truc. C'est Ouais, c'est la vraie géographie. c'est ça. Je vais faire un petit saut dans le temps, mais du coup, comme mon pote Pascal est venu là, du coup, on va discuter de Final Fantasy, mais après, du coup, j'ai montré Zelda parce que c'était sur la Switch. Et à un moment donné, il a déjà joué avec ses petits neveux, enfin bref, il a déjà vu le jeu. Et quand je lui ai dit, ouais, mais là, il faut que je traverse la montagne, comme ça, il me dit, ouais, mais attends, ça va, c'est tranquille la montagne. Mais comment tu sais que c'est une montagne? Et là, je fais, bah, en fait, il y a des courbes de niveau, là. Ah ouais, putain, j'aurais jamais pensé ça, en fait. Ouais. Il me fait, putain, c'est le niveau de détail sur la carte qui est juste hallucinant. Ouais, non, c'est fou. Et un autre aspect par lequel justement ces jeux-là héritent de Zelda, c'est que aujourd'hui c'est ce qu'on appelle des jeux à wiki, c'est-à-dire que tu es obligé de t'appuyer sur la communauté des joueurs qui va prendre des notes sur le jeu et qui va dire bon bah là il y a ça. C'est des jeux, si tu veux en profiter au maximum, t'es Ouais, obligé de passer par là. Ah, ouais. T'es obligé de passer donc sur un document qui est externe au jeu, qui est généré par les joueurs. Et moi j'aime bien. Alors en vrai, les jeux à wiki comme les Souls, ça a tendance à me saouler un petit peu. Mais parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Il faut vraiment beaucoup d'investissement quoi pour en général tu vas sur une page qui t'intéresse, t'es obligé d'en lire 10 pour la comprendre quoi. Ouais. Donc mais quand même je trouve que bah voilà, il y a ce côté-là où c'est un jeu qui te force à t'as pas l'empan amnésique pour retenir tout ce qu'il faut pour pouvoir apprécier pleinement le truc. Et voilà. Moi je trouve que la carte le fait C'est un élément indispensable. le design de la carte du monde, il est incroyable dans le tout premier Zelda parce que effectivement, c'est pas si grand que ça, mais tu peux t'y perdre pendant des dizaines d'heures. Et c'est tellement, on va dire, amélioré, mais amené à son paroxysme dans A Link to the Past.
Ouais, carrément. C'est une version parfaite. C'est ça. En fait, de ce concept-là, effectivement, j'y pensais à l'instant. Je me dis, en fait, quand tu penses Zelda 3, du coup, ça fonctionne exactement sur le même principe, mais en plus avec le basculement entre le monde des ténèbres et le monde de lumière. Ouais. Et pour le coup, c'est juste génial. Ça menait à son paroxysme. C'est ça. Et même dans le 2, que je trouve génial par certains aspects, du coup, peut-être que je parlerai un peu plus du 2 tout à l'heure. Du coup, ce qui est intéressant, c'est même la map aussi, du coup, t'indiques les zones où tu vas galérer parce qu'il y a un vrai, comment dire, level design sur la map où c'est quand tu es dans les marais, tu galères pour traverser, tu te prends des monstres aléatoires. Voilà, il y a un vrai travail sur la carte qui est très différent des autres jeux d'une certaine manière, mais qui avec toujours cet aspect un peu primordial, quoi. Oui. Là, on parle de ce que le premier jeu a apporté, sachant que c'est une formule qui a été peaufinée par tous les jeux qui ont suivi. Et on parle quand même d'une saga qui est impressionnante. En fait, Zelda, c'est un petit peu le Star Wars du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une génération de gamers vivants actuellement qui n'est pas connue sans Zelda, au moins. Donc le premier, on l'a dit, il est sorti en 86 sur NES au Japon, l'année suivante dans le reste du monde. Depuis, on a une vingtaine de jeux principaux. Ouais. 20 jeux principaux, c'est quand même beaucoup. Ouais. Ils sont tous quasiment meilleurs que le précédent. Ouais, quasiment. Ouais, presque, à part à quelques exceptions près. Ouais, ils apportent de nouveaux trucs, mais ouais. Avec à chaque fois, voilà, une volonté quand même de repousser effectivement les limites de ce qu'on a pu voir dans la génération précédente, que ce soit en termes de réalisation ou de game design. Si on ajoute les spin-offs, les remakes et tout ce qui va, qu'on arrive à 50-60 jeux, je crois, un truc comme ça. Et on a eu tout, on a eu du Zelda en mode muso, avec Hyrule Warriors, on a eu du Zelda en mode jeu de rythme avec Cadence of Hyrule, qui est pas mal du tout. On a eu des mangas Zelda, on a eu des séries Zelda, on a eu des jeux électroniques en Game & Watch, on a eu des jeux Zelda dégueulasses sur CDI. C'est un peu plus. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est important aussi de noter, c'est que c'est une série qui fait la part belle aux consoles portables. Ouais. Ce qui est assez rare, mine de rien, que les titres majeurs soient dédiés à la console portable d'un fabricant. Il y a que Nintendo qui fait ça, à ma connaissance. Ouais, effectivement, quand j'en parlais par la chronologie, il y a des aspects entiers, même de la chronologie du monde de l'univers d'Hyrule, en fait, qui sont dédiés qu'à la portable, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des pans entiers, quoi, qui sont sur portable. Ouais. Sur la Game Boy, sur la Nintendo DS, sur la 3DS, et donc, voilà. Il y a une bonne moitié des jeux principaux qui sont sur les portables. Et je crois que, habituellement, c'est plutôt les jeux de seconde zone qui sont, ou alors des portages un petit peu claqués des jeux principaux qui sont dédiés à la portable quand on parle de, je sais pas, de Sega, de Sony, etc. Là, Nintendo, que ce soit Pokémon ou Zelda, ils n'hésitent pas, ils vendent des consoles portables, quoi. Et donc, petite anecdote, mais dans l'histoire du jeu vidéo, il y a eu que 8 jeux qui ont eu à la fois 10 sur 10 chez IGN et 40 sur 40 chez Famitsu. Et sur ces 8 jeux, il y en a 4 c'est des Zelda. Et il y a combien de Metal Gear? Je crois qu'il y a 2 Metal Gear. Je suis pas sûr. C'est pas vrai, c'est 4 Zelda, 2 Metal Gear sur 8. Il y a The Phantom Pain, je suis pas sûr qu'il y en a un autre. Ouais. Et donc les 4 Zelda, c'était Ocarina of Time, Skyward Sword, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Il y a même pas Link to the Past? Ah ouais. Non. Alors, je trouve parfait ce jeu, quoi, pareil. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'IGN place Link to the Past avant Ocarina of Time dans leur top des Zelda. Ouais. Mais ils lui ont mis, je crois qu'ils lui ont mis genre 39 sur 40 ou alors, du coup, c'est sur 10, IGN. Et ils ont tous au-dessus de 9. Je crois que même Majora's Mask, qu'il a 9,9. Voilà, on n'est pas très loin. Et chez Famitsu, il y avait aussi Wind Waker qui avait 40 sur 40. Ouais. Et du coup, le plus impressionnant, c'est que sur nombre de jeux assez conséquents, ils ont essayé de préserver une timeline commune, dont je te laisse nous parler, The Poulpe. Alors, je vais essayer d'être pas trop professoral, comme mon métier l'exige. Donc, en fait, attention à son oral, faut pas le citer dans ce podcast. C'est l'adjectif, pas du tout le. En même temps, on a un podcast zémourien. C'est vrai. Donc voilà. Du coup, en fait, j'ai pas suivi les changements de direction qu'il y a eu là. Si, on a déjà évoqué le fait devant toi. On est d'accord qu'à la base, l'idée de notre podcast, c'était propagande de gauche et culture. Ouais, c'est vrai. C'est totalement ça. Propagande de gauche. Officiellement, c'est ça. Officiellement. Du coup, en discutant, en préparant un podcast avec vous deux, du coup, je me suis aperçu que je connaissais rien à la timeline de l'univers, que c'était pas vraiment du tout quelque chose qui était extrêmement mis en avant dans les jeux. Et je me suis dit, bon, je vais quand même m'y pencher parce que, voilà, je vais jeter un œil sur ça. Et en fait, waouh, j'ai pris une claque. Enfin,
j'ai appris déjà que à peu près tous les jeux vidéo autour de la licence en fait, fonctionnaient sur la même chronologie, sur le même univers, et basé sur d'abord les recherches faites par les joueurs, comme tu le disais en fait, Ultra. Ouais. En fait, c'est-à-dire que c'est d'abord un wiki des joueurs qui a essayé de compiler tout C'est ça, ça. au mesure de des dizaines d'années. Et puis ça a été, on va dire, Ça a été officialisé. par officialisé, Nintendo, c'est ça, Voilà, ouais. ils ont dit, ok, ouais, on reconnaît, c'est ça la chrono, quoi. et en gros c'est le livre Hyrule Historia qui est sorti en 2011 et à peu près un peu partout dans le monde, qui reprend voilà du coup tous les jeux vidéo publiés jusque là, et ils ajoutent au fur et à mesure les jeux suivants. Donc Donc, 2011, on rappelle du coup c'était la sortie de Skyward Sword, ouais, qui du coup pour le ouais non ouais, je vais y venir. D'accord. Ouais, je vais y venir. Du coup, des mots des créateurs lui-même, c'est-à-dire de Shigeru Miyamoto, pardon. Cette question est à la fois très prenante dans la façon dont il fabrique les jeux, mais extrêmement secondaire aussi. C'est-à-dire que du coup, pour lui, je vais le citer parce que je trouve que c'était intéressant de dire ce qu'il avait dit. Pour chaque Zelda, nous avons une nouvelle histoire, mais nous avons en réalité un énorme document qui explique comment les jeux sont liés les uns aux autres. Mais pour être honnête, ce n'est pas très important pour nous. En gros, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est justement tout ce que tu as dit. On renouvelle le gameplay, on renouvelle un petit peu l'univers. Voilà. Bah, en fait, moi, ce que j'avais lu, c'était que donc c'était pas lui, c'était son collègue. Comment il s'appelle? Je sais plus. Merde, j'avais noté pourtant. Tant pis. Ah oui, Eiji Aonuma, qui avait dit que en gros, c'était une fois qu'un jeu Zelda était terminé qu'il l'insérait dans la timeline. Ouais. Ok. Et du coup, Mais que cette timeline existait effectivement officiellement chez Nintendo Ouais. et était secrètement gardée à l'époque. Et du coup, voilà, j'ai essayé de vous dresser un petit rapide portrait, même si ça prend un petit peu de temps, pour voilà cet aspect qui est super intéressant, mais très méconnu, parce que pour le coup, voilà, je m'étais il y a certains sites qui le font très bien, comme Zelda Wiki ou Zelda.com, qui te fait une frise chronologique, tout ça, donc c'est très très bien. Mais en gros, voilà, l'histoire de Zelda et Link s'inscrit dans comme souvent, dans un lore plus large, dans un univers plus large, même plus large que celui d'Hyrule, c'est-à-dire que je vais vous parler de la création du monde lui-même, le début de la légende, où 3DS, la déesse de la force, Din, Ah, je pensais à la console. la déesse qui a créé la Terre, Nehru qui a créé la déesse de la sagesse qui créa l'ordre et les lois, et Pharao qui est la déesse du courage qui crée la vie. Quand elle partit, elle laissèrent cet objet le plus iconique, le plus légendaire de toute l'histoire du jeu vidéo, la relique la plus célèbre, à savoir Tu disais, excuse-moi. la Triforce. La relique la plus légendaire. Merde. Oui, non, j'y étais pas. Non, mais bon, voilà, c'est Juste au moment où j'ai un peu décroché, tu m'as... ça commence même pas une minute. Et du coup, la Triforce c'est composé de 3 Triforces uniques, Ouais. force, courage, Mais qui et sont sagesse. même composés de plusieurs morceaux. C'est 9 morceaux, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, elle laisse la déesse Iliade reprendre le flambeau, et c'est elle qui doit veiller sur le monde et la Triforce. Donc, pour rappel, le fonctionnement un petit peu de la Triforce, c'est l'équilibre de ces 3 forces, et seul un élu, et réunissant un équilibre de ces 3, peut exaucer le jeu qu'il veut. Par contre, il est possible, si un élu choisit par exemple, je prends par exemple Link, il a la Triforce du courage, il y a un déséquilibre, ou en tout cas il y a une force vers ça. Du coup, il peut rentrer en possession de la Triforce du courage, et ainsi de suite. Et les 3 réunis peuvent formuler un vœu. Le premier qui fait un vœu, et ensuite les autres ne peuvent pas faire de vœu tant qu'ils meurent pas. Enfin, donc, en gros. Sachant que du coup Zelda c'est la Triforce de la sagesse Et Ganon, c'est la Triforce de la force. Donc ce triumvirat, on va dire, est à la base même du fonctionnement même de l'univers de Zelda, quoi. Un Est-ce qu'on peut affrontement perpétuel à chaque épisode. Quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut présenter vite fait ces 3 personnages qui sont du coup les Ouais, personnages du coup je vais en les plus reparler importants. beaucoup, mais vas-y, Bah on a à part si tu veux le faire, Jérém, Non, allez-y, pas de souci. on a Link, le porteur de la lame, qui est un peu le héros qu'on incarne dans quasi 99,9% du temps. Je veux dire, il y a quelques jeux dont on parlera pas sur CDI où on peut incarner Zelda. Il y a vite fait, on peut utiliser Zelda dans Spirit Tracks. Enfin voilà, on joue Link, qui a différentes incarnations selon les jeux. ouais, c'est ça que j'en parlerai un petit peu en détail du coup. Même s'il y a des jeux qui se suivent directement et qui du coup utilisent le même Link, mais on change régulièrement. Pareil, on a différentes incarnations de la princesse Zelda. Et je dirais qu'il y en a peut-être encore plus. Il y en a peut-être plus. Ah ouais, dans Tu veux dire que dans un seul jeu, il y aurait plusieurs Zelda? En fait, oui, dans le premier.
Je me souviens. J'y reviendrai, mais dès le Ok, premier. ok. Alors moi, il y a un truc qui me perturbe dans le dernier Zelda, qui pourrait remettre en question pas mal de choses sur les identités de Zelda. Mais je peux pas en dire plus parce que c'est vraiment le dernier Zelda. Ouais, Et, non, on va pas spoiler. Et je suis même pas sûr de mon coup en fait. C'est juste que C'est une hypothèse, quoi. Voilà, là où je suis arrivé, il y a un truc qui est possible. Et on a bien évidemment donc Ganon, le fléau, qui est l'ennemi principal qu'on retrouve dans la plupart des jeux. Que ce soit sous sa forme bestiale, Ganon, ou sous sa forme humanoïde, ou plus exactement Gerudo, qui s'appelle du coup Ganondorf. Ganondorf. Et donc les Gerudo, hein, c'est un peuple qui est composé uniquement de femmes, qui donne naissance à un mâle tous les 100 ans. C'est ce qu'on nous raconte, sauf qu'on a beau jouer à plein de Zelda, on a toujours vu que Ganon en fait. Ouais. C'est toujours il y en a qu'un seul en fait, Ouais. c'est ça. Et qui devient parce que oui, par contre Ganon c'est le même. Ganon c'est le même dans tous les jeux, a priori. D'accord. Ouais, c'est une étrangeté, tandis qu'il y a de multiples Link et de multiples Zelda, quoi. Alors que justement, hein, on est d'accord que normalement il y en a un nouveau tous les 100 ans. On sait pas ce qui se passe. Mais ouais. Non, c'est vrai. Il a pas envie de lâcher l'affaire parce qu'en fait le mâle des Gerudo devient d'office le roi des Gerudo. Et à mon avis il a pas envie de lâcher son trône. Il est en mode Elisabeth II, mais un peu plus avec plus de level quoi. Un peu plus de level, ouais. Donc du coup suit donc ce qu'on a appelé l'ère des Sheikah que les amateurs de Breath of the Wild connaissent, mais en fait les Sheikah, ceux qui ont fait la plupart des jeux savent que ça existe, enfin que c'est venu assez rapidement dans le lore, qui sont chargés de garder la Triforce, sauf que ça finit en guerre civile parce que certains veulent l'utiliser à leur propre fin, et sans les 4 esprits de la lumière en fait, la Triforce serait corrompue, et du coup il y a la déesse Ilia et les survivants forment le clan Sheikah qui a survécu. Dans cette ère de la déesse, du coup, il y a le monde subit une invasion des démons menée par l'avatar du néant, qui était le gros boss, le big boss de l'époque. Elle a réussi à isoler un petit peu les survivants iliens et la Triforce dans les cieux. Et elle a failli être vaincue avec les peuples à qui elle était restée sur Terre. Mais du coup, elle a réussi à sceller l'avatar. Mais en voulant utiliser le pouvoir de la Triforce, elle ne pouvait pas avec son statut de déesse, donc elle décide de devenir humaine et de se réincarner. On devinait quoi? En hibou. Je sais pas. En Zelda. D'accord. Non mais c'est pas grave. T'as vu, j'étais en mode. c'est pas grave. J'ai des petits gros moments de solitude, mais c'est pas grave. On sait jamais. Peut-être que c'est pas Zelda la bonne réponse. Non, c'était bien tendu le hibou parce que dans Link's Awakening. Non, pour le coup c'est pas une bonne réponse bête. Attention. Hein. Oui. Et du coup elle confie un petit peu le sceau là qui protège le monde de l'avatar du néant à Impa. La première incarnation d'Impa, ou peut-être la même Impa, on sait pas donc. Parce qu'elle est vieille Impa. Ouais. Et du coup elle décide de trouver le moment en fait pour détruire l'avatar du néant. Enfin, elle attend en fait une réincarnation qui lui permettra de détruire l'avatar du néant. Et on arrive au premier jeu, en fait, l'ère céleste. Le premier jeu, c'est donc celui que tu disais tout à l'heure, sorti en 2011, que je n'ai jamais fait et que je regrette. Qui est sorti il y a un remake sur Switch. Du coup, je vais me faire péter, c'est ça que je me suis dit qu'il devait être sur Switch. Skyward Sword, qui raconte du coup les descendants des habitants célestes, les îles flottantes, des milliers d'années plus tard même, et où ils sont confrontés au moment où le sceau va se défaire. Et c'est vrai que ce jeu, il y avait cette particularité qui se plaçait avant tous les autres Zelda, alors que tous ceux qui étaient sortis jusque-là, en fait, Miyamoto avait dit le premier c'est Ocarina of Time. Et il y a eu un changement là-dedans, parce que derrière ils sont arrivés en mode non en fait, c'est le nouveau qui va sortir là, Skyward Sword, c'est le premier. Et du coup Minish Cap et je sais plus lequel qui était entre deux aussi, c'était mince. J'avais noté. Force Sword. Ouais, voilà, Force Sword. Finalement, ils sont entre les deux. Ouais, du coup, j'y viendrai parce que du coup, je vais faire vraiment la chronologie de A à Z. Et effectivement, pour moi, Ocarina of Time, on y reviendra, on pourra en discuter, hein. C'est le Nexus, en fait. C'est le Nexus. Du coup, arrive dans la ville principale Zelda, la première Zelda connue dans cette ville qui s'appelle Célesbourg. C'est donc la réincarnation de la déesse, qui croise la route d'un jeune chevalier céleste qui s'appelle Link. Le premier Link de l'histoire. Et du coup, c'est la première histoire de Zelda et de Link. Pour faire simple, sans trop spoiler, parce que j'aimerais bien faire le jeu moi aussi, Zelda est enlevée par le roi des démons, qui a conquis la terre en dessous,
et dont le but est de Jusque-là, réveiller, dont le but est de réveiller du coup l'avatar du néant. Donc ce roi des démons s'appelle Gyarim, et c'est là que Link découvre la première incarnation de l'épée de légende et va essayer de sauver Zelda des griffes de Gyarim. Et c'est aussi là que en fait tout se crée. C'est-à-dire que du coup, c'est à partir de là que l'avatar du néant, au moment de sa destruction, lance une malédiction sur Link et Zelda et leur dit « Je me réincarnerai moi aussi et je maudis vos descendants jusqu'à la fin des temps. » Oui, c'est parti de là, quoi. Ouais, voilà, c'est parti de là en fait. C'est vraiment la genèse de l'univers de Zelda vient de Skyward Sword. Et je trouve ça génial en fait parce que du coup, ça, je savais pas du tout. De toute façon, j'ai pas fait le jeu, c'est un peu normal, mais du coup, à la fin, en gros, Zelda redescend sur Terre et commence à repeupler en fait la Terre qui a été libérée des démons. Suit une ère qui est pas forcément trop décrite par les jeux, l'ère du chaos, où toutes les forces d'Hyrule, les peuples, les créatures sont en espèce de guerre de ouf. Mais ça finit au moment où un Minish, donc des Minish, pardon, au moment de la guerre du coffre scellé, où un Minish apporte la lumière et une épée dont le héros des hommes s'en sert pour sceller tous les monstres. Du coup, c'est une bonne ère de paix tranquille. Et tous les 100 ans, pour fêter ça, ils font la fête du Minish, où il y a un portail qui peut rentrer dans ce monde-là, le monde des Minish. Et c'est le jeu sur Game Boy Advance, The Minish Cap. S'ensuit la suite directe, donc disait Ultra Chili, avec The Force Word, l'épée de 4, toujours sur Game Boy. Et on arrive un peu au plat de résistance après tout ça. Donc du coup, ils nous ont à Ocarina of Time, qui est vraiment... Alors j'ai pas détaillé en trop ce que c'est Ocarina of Time. Mais donc, ouais, on précise quand même qui précède dans la date des sorties, qui précède Skyward Sword. Ouais, il précède largement avant en fait. Ouais. Enfin oui, il est sorti largement avant. Et là en fait de Ocarina of Time, de la fin du combat final contre Ganon, il y a 3 timelines qui vont se créer. Et ça c'est ouf, parce que du coup je m'en étais même pas aperçu. La première timeline, c'est celle qui va comprendre le plus de jeux. C'est la timeline de la défaite. C'est-à-dire que on est arrivé au boss de fin et on s'est fait poutrer. Et de là, ils ont créé la plupart des jeux que vous connaissez en fait. Du coup, si Link est terrassé par Ganon, on entre donc dans cette fameuse timeline. Et le premier jeu chronologiquement dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Le monde se reconstruit un peu à peu. Ganon a pris possession de la Terre d'Or et la transforme au monde des ténèbres. Et c'est quel jeu du coup? Tu l'as dit tout à l'heure, Jérém. J'aurais jamais dû faire ce genre de question. J'aurais jamais dû faire ce genre de Quoi, question. Link's Awakening? Non, Link to the Past. Link to the Past. En fait, voilà, j'aurais jamais pensé qu'il était si... Okay. On a tendance à penser qu'il se passe après le 1 et le 2 chronologiquement, mais pas du tout, en fait. Il est bien antérieur. D'accord. Et du coup, c'est le monde où Ganon a réussi à assembler la Triforce, parce qu'on a perdu. Et s'ensuit, du coup, un descendant de Link, descendant de chevalier, qui essaye de sauver la princesse de Zelda de l'époque. Et il y arrive grâce à l'histoire des 7 sages et compagnie. Donc je reviendrai pas à Zelda parce qu'on en reparlera peut-être sans doute plus tard. Le but c'est pas de forcément parler trop des jeux. S'ensuit dans la même timeline, enfin dans le même ère, 2 jeux, les Oracle of Ages et Oracle of Seasons sur Game Boy. Et du coup, Link se fait des aventures un petit peu en dehors du royaume d'Hyrule, en Holodrum et en Labyrine, je vais mal écrit. Et la dernière aventure, c'est encore sur Game Boy, sur l'île de Coco Lint Island, avec Link's Awakening. Du coup, en fait, c'est 3 suites directes. Dans le remake est aussi sympa. Ouais, j'aimerais bien le faire, le remake. J'avais vu des images, ça m'avait vachement chauffé. Donc du coup, voilà, il y a 4 jeux en fait avec le même Link. Ouais. Et du coup, c'est très très intéressant. Une ère qui suit, du coup, c'est celle du dernier héros qui compile les 2 jeux Link Between Worlds et Triforce Heroes, qui se passe bien plus tard et où les exploits des précédents de Link reviennent sous forme de contes et de légendes sur 3DS donc, où un nouvel avatar de Link fait le lien entre le monde de Hyrule et le monde parallèle de l'Horule. À suite de encore la victoire de Link, parce que c'est souvent que des victoires, il y a vraiment qu'une défaite. Il y a l'ère d'or qui suit cet âge où des rois sages utilisent la Triforce à bon escient jusqu'à ce qu'un prince un peu impétueux ne comprend pas pourquoi son père, le roi, lui a pas donné les secrets de la Triforce. Sa sœur Zelda, elle les connaît, donc du coup, à l'aide d'un sorcier, il décide d'essayer de
la soumettre pour qu'elle lâche son secret, et elle le lâche pas, et du coup il l'endort dans un sort hyper virtuel. Et il regrette, le sorcier meurt, donc il y a pas moyen de défaire ce qu'il a fait. Et il dit qu'en fait il va la veiller sur elle, ou en tout cas la faire veiller sur elle jusqu'à ce que quelqu'un puisse la faire se réveiller, et toutes les princesses du royaume s'appelleront Zelda. Et là en fait, bienvenue dans Zelda 1, The Legend of Zelda. D'accord. Au tout début du jeu, en fait, du coup, il y a une princesse endormie. Et cette princesse endormie, et celle qu'on libère, c'est juste la princesse Zelda en gros. Quand il y a deux princesses dans le même Zelda, voilà. Donc, D'accord. le 2, qui est la suite directe, qui se passe quelques années plus tard, c'est-à-dire que dans le premier, Link est à 10 ans, dans le deuxième, Link à 16. C'est pour empêcher le réveil de Ganon. Et le but, c'est de réveiller la première princesse Zelda. En fait. Du coup, ça, c'est le deuxième, The Adventure of Link sur NES. Il bat les apôtres de Ganon, il réveille la princesse, et on est à la fin de la timeline de la défaite. Pour l'instant, aucun jeu n'a été après Zelda 2, en fait. Donc, chronologique, c'est le dernier. Donc, du coup, c'est super intéressant, parce qu'un jour, peut-être, ils referont peut-être un Zelda 3, en fait, en tout cas, sur cette timeline-là. Et je trouve ça super intéressant. Deuxième timeline, avec deux cas de figure. Si Link arrive à battre Ganon dans Ocarina of Time et retourne dans le passé avec l'Ocarina du Temps, mais se casse en d'Hyrule, en fait, il se barre d'Hyrule. Du coup, on arrive à la timeline de l'enfance. Elle comprend trois petites aires. Il y a celle du héros du temps, donc celle qui est la suite directe de Ocarina of Time, Majora's Mask, qui est à l'issue de l'union de tous les peuples. Pendant que nous on fait notre truc dans Majora's Mask, tous les peuples se liguent contre Ganon, l'emprisonnent et l'exécutent. Sauf que l'exécution échoue. Ganon, avec la Triforce de la Force, réussit à se libérer et tue l'un des sages. Les autres arrivent à l'enchaîner au royaume du crépuscule à travers le miroir des ombres, qui va être très très important pour tous les autres jeux qui vont être de cette timeline. Et cette ère du crépuscule, elle suit les aventures de Link dans Twilight Princess. Cette timeline, elle s'achève avec Force Wars Adventure et la naissance d'un nouveau Ganon, la renaissance de Ganon, qui utilise le pouvoir du miroir des ombres pour créer plein de Links noirs qui sèment le chaos partout. Dans l'absolu, ils sont afro-descendants. Ouais, c'est ça. Et selon certains, en fait, c'est là que se placeraient peut-être les Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Mais si on évacue ce jeu-là en particulier, ce dernier jeu, Force Wars Adventure, et c'est là qu'il y a un petit peu débat. Voire même tous les épisodes sur Game Boy, en fait. Ils disent non, ils sont pas canon, en fait. Donc du coup, ça marche pas. Ganon. Ouais, ils sont pas canon. Ouais. Mais voilà, du coup, pour revenir à la timeline de l'enfance, qui est terminée du coup avec ce Force Wars Adventure, il y a la timeline qu'on appelait de l'âge adulte, où il n'y a pas de guerrier dans le futur. C'est Link, en fait, il a renvoyé Zelda dans son propre passé, il vit les 7 années, mais il n'y a pas de héros dans le futur. Donc pareil, il y a plusieurs ères en fait qui suivent. Il y a l'ère du héros, et dans cette ère du héros, en fait, c'est un petit peu sombre. En fait, le monde est pour lutter contre Ganon envahi par les eaux, une espèce de underworld, et s'ensuit l'ère de la Grande Mer où Hyrule est englouti, quoi, du coup, suite à l'attaque de Ganon qui s'est échappé encore une fois. Et dans ce Link-là, dont on reviendra sans doute tout à l'heure, il y a Link qui cherche à aider sa sœur. En fait, c'est des humains, en fait, dans celui-là. Il y a pas vraiment de lien avec leurs grosses oreilles pointues. Et Ganon cherche justement une Hylienne, en fait, parmi le peuple des humains. Et avec l'aide de Tetra, qui n'est autre qu'une réincarnation de Zelda, du coup, Link va sauver sa sœur. S'ensuit directement l'ère du grand voyage, qui est celle du jeu Phantom Hourglasses, que j'ai pas fait, du coup. Je sais pas sur quelle plateforme il est sorti déjà, mais c'est sur Game Boy Advance. Ouais, sur Game Boy Advance, ouais. Et qui est la suite, hein, en quelque sorte, où Link et Tetra du coup explorent le royaume du monde du roi des mers. Et ensuite, il y a deux petites aires qui marquent le début de ça. C'est la renaissance d'Hyrule, où grâce à la flûte de la terre, c'est-à-dire un personnage qu'elle rencontre dans Phantom Hourglasses. Et c'est le jeu dont tu parlais tout à l'heure, où tu peux peut-être jouer un petit peu de la Spirit Track. Sur Nintendo DS, et qui verra un nouveau Link affronter une réincarnation, le retour de Malard, un autre méchant un peu différent de Ganon.
Il y a aussi l'univers, donc ça on pourra en discuter un peu plus tard, de Breath of the Wild, qui quelque part constituerait sur les créateurs actuels un monde parallèle en fait, pas forcément Justement, il y a débat là-dessus. ouais, un monde parallèle qui a sa propre timeline, donc du coup avec Hyrule Warriors et Tears of the Kingdom, et dont la légende est bien connue par les millions de joueurs qui ont joué à ce jeu, où il y a 10 000 ans, du coup le fléau s'est abattu. Et nous, on incarne Link au moment où il se réveille après un sommeil de 100 ans où on a perdu encore une fois. Donc cette thématique de la défaite en fait revient assez régulièrement. Donc voilà. Du coup, c'est la fin de la chronologie. Et ce qui est intéressant, moi je trouve, pour revenir aux propos de Miyamoto au début, c'est une chrono qui se fait vraiment oublier au profit de l'aventure et du gameplay. Et un peu à la manière d'un Souls, et je pense que c'est ça qui a inspiré les Souls, les liens entre les Zelda se manifestent par deux façons. Les contes et légendes en fait, d'un jeu à l'autre, le jeu devient une légende pour un autre. La narration environnementale et l'aspect legacy des personnages, c'est-à-dire le fait de retrouver les mêmes périples, les mêmes objets, les mêmes créatures, les mêmes lieux, etc. Donc tout ça, ça fait que ça crée des liens entre les univers, pas seulement sur cette question de la chronologie que j'espère avoir pas trop longuement résumé. Ouais, on peut peut-être partir sur nos épisodes préférés, j'ai envie de dire. J'ai une confession à vous faire. J'ai assez peu joué à Zelda dans ma vie. Oh ça veut dire qu'il en a fait moins d'une dizaine, c'est tout. Voilà. Ah ouais, beaucoup moins. Je dis ça, mais je dois être proche de la dizaine, mais pas loin, pas plus. Hein. Ah, bon, Moi j'ai appris ce que c'était Zelda avant-hier. Quand on a dit Zelda, c'est le mec vert, hein, c'est ça. Et non, j'en suis pas à ce point non plus. Mais en fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux jeux vidéo assez tard. Hein. C'était au milieu des années 90, fin des années 90. Zelda, il est sorti, c'était pas né. Quoi. Déjà, bah ouais, enfin le premier est sorti, ouais, il est sorti un an avant moi, ouais, c'est ça. Un an avant ma naissance. Ça se trouve, t'as été conçu grâce à Zelda. Peut-être. C'est peut-être un des héritages qu'on va à Zelda. Peut-être. Mais ouais, donc ouais, moi quand j'ai commencé à jouer vraiment aux consoles, c'était plus génération PlayStation et tout ça, donc la génération NES, Super NES, je voyais ce que c'était Zelda, j'ai déjà vu le truc un peu tourner chez des amis, mais j'ai jamais mis les mains. Donc A Link to the Past, j'y ai joué il y a un mois, voilà, pour préparer ce numéro. Même le premier Zelda en fait, hein, la même chose. Après, j'avais déjà joué quand même aux Opus 64, Ocarina of Time et Majora's Mask à l'époque. J'avais pas fini, mais j'avais joué en tout cas. Et je vais jouer après à plus rien jusqu'à... ouais, j'avais vite fait un peu joué à Wind Waker. Et surtout, oui, j'ai un peu joué à Breath of the Wild, ou à Haleine de Sauvage pour Monsieur A. Et donc ouais, dans ces conditions, je me suis dit que ça serait compliqué de faire déjà un top 3 alors que j'ai joué qu'à 4 ou 5 jeux à tout casser, ouais 5 jeux peut-être. Donc je vais faire un top 2. Ok. Un top 2. Et dedans, je vais commencer peut-être par celui que j'ai préféré, c'est Link to the Past, alors que je l'ai découvert il y a un mois. Et que le jeu a 30 ans, quoi. Donc, quel putain de jeu, quoi. Mais ouais, non, c'est la folie. C'est la folie. Pourtant, j'aime le rétro gaming, mais en général, pas le rétro gaming façon pixel, même s'il y a quelques jeux, des vieux RPG auxquels je peux jouer, style des Dragon Quest ou quoi, du coup, qui se rapprochent de Zelda. Mais c'est pas le pixel qui m'amène sur ça, quoi. Et en fait, avant de faire le Link to the Past, j'ai fait le Zelda 1. Je m'étais dit, ouais, c'est sympa, il y a des mécaniques sympas, je me suis prêté au jeu, alors que sur le début, enfin, comme ça... Il reste, bon après je reviendrai, mais ouais, il reste jouable près de 40 ans après, c'est incroyable ce jeu, quoi. Ils sont tous jouables. Après, le premier, j'avoue que quand même, il a certes poussant maintenant, hein, voilà, un jeu de 86. On arrive à passer au-dessus parce après, il y a un goût. En fait, comme on te montre beaucoup de choses à la fois sur la carte du monde ou les environnements, et à la fois rien du tout parce que c'est les moyens, t'imagines beaucoup, en fait. T'imagines vraiment les environnements et tout, donc c'est vrai que ça te stimule un peu à ce niveau-là. Et le gameplay est quand même sympa, même si c'est pas le truc le plus réactif, mais bon, ça va, franchement, ça passe. Et ça m'a ramené à un jeu qu'Ultra Chili m'avait offert il y a quelques années quand on s'était rencontrés. C'était The Binding of Isaac, dont tu vas y revenir dessus après. Mais voilà, j'ai joué à The Binding of Isaac avant de jouer à Zelda. En fait, en jouant à Zelda, je me dis, mais en fait,
D'accord, j'ai compris d'où ça vient. C'est le même jeu, mais voilà, le même. Tu reviendras, mais voilà, le lien m'a sauté aux yeux de suite. Bref. Et je suis passé directement de ce Zelda-là à Link to the Past. Je suis pas passé par le 2 pour des raisons que je pourrais redétailler plus tard. Et en fait, je me suis dit, c'est vraiment la version améliorée, mais intemporelle. C'est-à-dire que lui, pour le coup, il passe vraiment à fond. Tu peux y jouer aujourd'hui. T'as l'impression de jouer à un jeu d'un studio indé qui s'est fait un délire RPG ou jeu d'aventure façon rétro, voilà, en pixel art et tout. Et non, le jeu est magnifique, il est coloré, les touches marchent bien, les animations de Link. Quand je vois que c'est un jeu Super NES, moi ça m'hallucine de voir ce qu'ils ajoutaient dans les petits sauts. C'est des trucs tout cons, tu vois, mais quand tu passes de la rigidité du premier à celui-ci, enfin voilà, il y a tout qui change. Enfin, tout qui change. On se comprend. Et le seul bémol, mais c'est pas vraiment un problème du jeu en soi, c'est plus que c'est un jeu qui dans lequel tu peux être bloqué en fait. Parce que il te tient pas par la main, bon. Comme tous les Zelda en fait. Comme tous les Zelda, bien sûr. Mais il va te montrer des points intéressants sur la carte pour te dire bon ben là c'est ton prochain, c'est là où tu dois aller, c'est là t'as un donjon, t'as quelque chose, tu dois aller là-bas. Ça clignote sur la map monde et on le sait. Mais moi par exemple, à un moment donné j'étais coincé parce que dans le premier donjon quand t'arrives ou le deuxième donjon quand t'arrives dans le monde des ténèbres, à un moment donné t'es bloqué par de l'eau et il te faut les palmes de Zora pour aller plus loin dans le... c'est un passage qui a bloqué plein de joueurs pendant longtemps. Et à aucun moment, rien ne te le dit. Alors peut-être que t'as un villageois qui te le dit à un moment donné ou quoi, mais c'est tellement... Je crois me souvenir d'être resté un peu un moment à trouver ces palmes de Zora. Moi j'ai tourné en rond, j'ai rien compris. Et enfin, je tourne en... Oui, j'ai fait 2-3 fois le tour du jeu à pas comprendre ce qui me manquait. Et jusqu'à que je craque et que j'aille sur internet et bon d'accord, il faut aller au fin fond du lac qui est en haut à droite. T'as une espèce de cascade de mémoire et derrière sous la cascade t'arrives à choper. D'un coup je me souviens t'as une espèce de cutscene. C'est au moment où tu t'en rapproches d'un coup tu contrôles plus rien, il y a une espèce de cinématique entre guillemets où t'as un monstre qui sort de l'eau, il te file les palmes de Zora et là du coup tu peux nager dans l'eau et accéder à plusieurs zones. Mais ça ce qui est bien, c'est qu'à l'époque où t'avais peut-être un jeu tous les 2 ou 3 mois, voire même parfois un jeu tous les 6 mois, ou voire un jeu par an, tu pouvais te permettre ça. Ça faisait le taf. Tu pouvais te permettre ça, tu vois, d'avoir un jeu comme ça où tu bloques et tu le retournes pendant des heures, voire des jours où tu peux être bloqué, parce que t'as que ce jeu-là. Comme dirait Danny Glover, je suis trop vieux pour ces conneries. Voilà. Et là, là, à l'heure où, on l'a souligné plusieurs fois dans le podcast, à l'heure où on croule sous la proposition, et en plus là, j'avais on va dire le chronomètre au-dessus de la tête parce que on avait un podcast à la fin qu'il fallait que j'essaye au moins de toucher à plusieurs numéros que j'avais pas fait jusqu'à présent, enfin plusieurs jeux. Voilà, j'ai pas le temps de tergiverser, enfin voilà. Donc c'est le seul bémol. Donc c'est que voilà, c'est dû à des vieilles mécaniques qui sont de notre temps, j'ai envie de dire. Mais bon, d'une manière générale, la difficulté elle est bien dosée, les énigmes aussi. Enfin voilà, c'est l'histoire pareil, tu la suis de manière hyper naturelle, moi je l'ai adoré. Alors du coup, je vais enchaîner parce qu'il fait partie aussi de mon top 3. Du coup, moi, je l'ai découvert très tôt, en fait. Je l'ai découvert au collège. Je crois que ça a été sans doute peut-être le premier ou le deuxième jeu Super NES qu'on a eu avec le frangin. On l'a tellement soudé. J'ajouterais la puissance de la musique dans cet opus-là. Elle est juste extraordinaire, la musique orchestrée. Comme tu l'as souligné, l'univers, la beauté du jeu, le gameplay qui est absolument ouf. La musique du monde des ténèbres et même le monde du ténèbre même, il est vachement flippant, quoi. Ouais. Et voilà, moi pour moi c'est un jeu mythique que j'ai bizarrement pas refait, mais du coup là ça me chauffe grave là tout ce que tu viens de dire. Et j'ai regardé du coup parce que je me souviens avec mon frère à un moment donné on se l'est fait en mode speedrun. Ah d'accord. On a terminé à peu près 7 heures de mémoire, hein. Peut-être qu'on a trafiqué mon souvenir. Et en fait je suis allé regarder quand même par curiosité tout à l'heure, je serais classé 872e mondial. C'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Pas dégueu. Donc du coup voilà, une petite fierté en mode non sans utiliser les glitches quoi. Non, c'est pas mal. Alors, j'ai une petite parenthèse qui a rien à voir avec tout ça, mais je me suis rendu compte que mon micro était coupé depuis je sais pas combien de temps.
Sérieux? Donc voilà. Merde, comment ça se fait? Parce que tout à l'heure j'ai bougé, j'ai pas voulu faire de bruit et quand j'ai rechargé ma cigarette électronique et du coup je l'ai coupé et j'ai oublié de le remettre après. Donc je sais pas à quel moment ça a intervenu, mais il y a une partie de mes interventions que vous n'aurez pas. Bon, après, c'est comme c'était, je pense, la partie de la chronologie, c'est... Je pense que c'était juste des petites interventions comme Voilà. ça, par-ci par-là. Mais Bon, espérons-le que ce soit pas toute la Donc, la si production jamais- que voilà, tu as faite, quand même, c'est ça juste pour craint, merde. prévenir, hein. Déjà, je dirais, mais quand il va faire le montage, si jamais je dis, attends, c'est bizarre, pourquoi on n'a pas, et si jamais les gens nous écoutent, ils me disent, mais à qui réponse de Poulpe, là, dans ces trucs? c'est Non, un The fantôme. Pope n'est pas encore terminé, pas tout à fait. Vous Voilà. savez pourquoi on a répondu à des interactions que vous n'avez pas entendues. Voilà, des C'était commentaires le que vous n'avez bug pas de, entendus. il faut toujours Un problème bug. technique, Il faut toujours un souci, un petit souci technique. Bah, du coup, Ultra, vu que tu as le micro et que Ouais. tu as un micro qui est allumé, hein, est-ce que tu peux nous dire un Alors, des trois hein il faut dire les trois ou juste un? Un des trois, un des on trois, ouais, tourne, ouais, on bon, tourne. c'est pas grave. Oui, ben, moi, en fait, j'ai voulu faire un peu comme Jérém, c'est-à-dire reprendre un peu tous les Zelda, enfin, tous ceux sur lesquels je peux mettre la main assez facilement. Et en fait, je me suis fait avoir à passer beaucoup trop de temps sur le premier. Mais bon, c'est pareil, hein. Le Link to the Past, j'ai beaucoup trop joué. Je crois que j'ai joué au moins 2 semaines. Ah ouais, Après, quand je même, fais, ouais, allez, c'est bon, cool. j'arrête maintenant parce que... Bah, En plus, moi, Voilà. le premier, c'était une des premières, enfin, c'était une des grandes frustrations de mon enfance. À l'époque où j'avais deux grandes frustrations. C'était Tortue Ninja sur NES et Zelda sur NES. Principalement parce que déjà, je savais à peine lire et que du coup, lire de l'anglais, c'était encore un peu plus compliqué. Mm. Et aussi, bah, le jeu était pas à moi. Le Zelda, c'était un pote qui l'avait, qui jouait de temps en temps. Putain, c'était pareil pour moi. Et du coup, voilà, on n'arrêtait pas de mourir, mais à chaque fois, on avait quand même envie de relancer une Oui. partie, d'essayer d'aller un peu plus loin, de voir ce qui se passait quand on tournait à gauche ou on tournait à droite. Et même aujourd'hui, je le trouve franchement toujours fun à jouer. Alors, oui, non, il reste bien. oui, voilà. Et il est Mhm. disponible sur l'émulateur NES de la Switch. Si vous avez le Nintendo Switch Online, vous avez l'émulateur NES. Ouais, effectivement, même à l'époque j'y ai rejoué beaucoup sur la période de la 3DS. C'est-à-dire que mon frère l'avait téléchargé sur l'aspect virtuel et je me suis refait intégralement. Alors, Moi, pour tout vous dire, moi, sur le premier, quand je l'ai fait, quand je l'ai lancé, je me suis dit, allez, c'est bon, je vais y jouer 1 heure, histoire 2, et je vais direct passer à Link to the Past. Et en fait, j'ai joué, je pense, à peu près 10 heures, sachant que moi, j'ai pas cherché de soluce ni rien, donc je devais être peut-être à la moitié du jeu, je pense. Et en fait, je comptais aller au bout du jeu. Mais en fait, je suis passé par l'émulateur, j'ai fait une manip à la con, ça a effacé ma sauvegarde. Ouais, non, tu Ouais. recommences pas. Et j'ai fait, bon, bah, nique sa race, je passe à Link to the Past, quoi. Tu recommences pas. Mais oui, le jeu est top, et alors que je m'y attendais pas à vraiment adorer autant le tout premier Zelda, quoi. oh non, il est, Ouais. tu vois les premiers écrans, tu pleures, tu dis oh. C'est ça. Et en fait, une fois que t'as joué 5-6 minutes, t'es dedans, quoi. Ça y est, Voilà. tu t'imagines les monstres et tout. Et alors, et l'avantage, donc, il n'y a pas que celui-là, hein, vous avez les Zelda NES, Super NES, Oui. Game Boy. Alors, il y a aussi, si vous avez le pack additionnel sur la Switch, vous avez aussi la N64. L'émulateur est très mauvais, par contre. Contrairement aux autres, NES, Super NES, il passe super bien. Game Boy, C'est fou, c'est hein, on vite n'a fait. jamais réussi à émuler bien la N64. Ouais. Et même Nintendo y arrive pas. Ouais, même, voilà, c'est fou, quoi. Alors moi, je passe par Recallbox et ça marche très bien. Voilà. Ok. Ça, Oui, ouais, c'est vrai. Mais il y a certains jeux qui foirent. Ouais. Ouais, il y a certains jeux qui foirent. Et donc voilà, pensez-y, ces jeux sont disponibles. Si vous avez une Switch, vous avez l'abonnement online, vous avez ces jeux. N'hésitez pas à jeter un œil dans ces petits joyaux, ces petits voilà. Ouais, passe moi, je me encore dis, très je vais l'activer d'ailleurs cet abonnement online pour cet été parce que là, j'ai vraiment pas le temps de jouer déjà avec l'abonnement online de la PlayStation. Ouais, du coup, Zelda 1, Zelda 1, ouais, bah, moi, il fait Zelda. partie aussi. Du coup, peut-être que j'en choisirai un quatrième parce que bon, j'ai pas comme ça un petit peu en mode improvisé. Mais voilà, pareil, première cartouche dorée, comme je disais, parfum d'enfance, quoi. C'est, je l'ai fait à plusieurs périodes de ma vie. Là, j'aurais compté l'une des dernières où j'avais la 3DS et du coup, je me suis refait il y a quelques années. J'ai jamais, ma grande frustration, c'est d'avoir jamais fini le deuxième monde où les donjons sont aléatoires, enfin ils sont pas aléatoires mais ils sont cachés dans la map, qui est beaucoup plus difficile. Voilà, c'est la première pierre de la légende. Et voilà, moi, je trouve que c'est un jeu qui est encore incroyable après 40 ans, quoi. Et il pose tous les éléments qui seront ensuite repris, malaxés, mixés. Et puis voilà, si vous avez écouté cette intro, la musique, quoi. Ouais. Voilà. D'ailleurs, sur la musique, hein, une petite anecdote, c'est qu'elle a été composée en un soir. Je sais pas si vous la connaissez, cette Non, anecdote. pardon. Mais en fait, le thème, ce thème-là, à la base, c'était pas censé être ça, c'était censé être une reprise du Boléro de Maurice Ravel. Et T'es la seule personne au monde à dire Maurice Ravel. Ah ouais?
Tu dirais Non, comment? en général, le Maurice, c'est un peu zappé, en fait. C'est pour ça que je dis ça. D'accord, ok. Boléro de Maurice. Mais ouais, donc du coup, comme en fait la musique t'es protégée encore par les droits d'auteur au moment où Koji Kondo a commencé à faire sa reprise, bah il s'est dit bah merde, je suis obligé de recomposer un truc, et en fait en un soir il a réécrit complètement le thème, et voilà. Donc, c'était la petite anecdote. Et quel thème, quoi. Ouais, C'est même, enfin, ouais, c'est meilleur. Ouais, c'est oui, il a réussi à dépasser. Alors moi, j'ai une affection particulière mais effectivement, il y a la parenté, hein, évidente, entre les deux. Hein. Oui, il y a une petite ressemblance du coup. Bah, il y a une côté, côté boucle, en fait, hein, comme un boléro, quoi. Ton deuxième jeu, du coup, Jérém Sama, ça serait quoi? Bah, mon deuxième et dernier, c'est Breath of the Wild. Hein, Ah, bah, du coup, c'est simplement. cool, ouais. Je pense que ça en fait partie pour Ultra oui, Chill bah aussi. oui, bien sûr. Donc bon bah voilà, si tu veux compléter, hein, mais moi ce qui m'a plu forcément c'est le monde ouvert. Mais là j'ai limite envie de vous dire d'écouter ce qu'on a dit dans le spécial monde ouvert, parce qu'on a parlé de ce jeu-là, on a parlé des parallèles. Je l'avais pas encore fait à l'époque, mais ouais. On a aussi parlé des parallèles à faire avec Elden Ring, où c'est un monde où tout ce que tu vois à la carte, tous les endroits que tu vois au loin, tu peux y aller, quoi. Donc Mais en plus, avec cet aspect Metroidvania qui est conservé, qui est, tu peux y aller, mais pas tout de suite, sauf si tu trouves un moyen détourné d'y aller. oui. Ouais, moi j'ai un exemple, justement, le jour où mon pote est passé, où je devais aller choper la deuxième photo, là, au début du jeu, t'as les 12 photos, les 12 yeux à trouver. Il me dit, l'histoire de la montagne, pourquoi tu passes par là? Du coup, je suis passé par la montagne, j'avais un vêtement qui n'était pas équipé assez fort pour équiper contre le froid, j'avais les cœurs, donc je mettais mes trucs que j'avais cuisinés, machin. J'arrive en haut, j'arrive enfin à trouver le truc, pour m'apercevoir, en fait, que si j'étais passé par le village et que j'avais fait tout droit, il serait arrivé direct. Ouais. Ou alors, t'aurais pu utiliser le moteur physique du jeu et te faire une Tao Pai Pai. Tu prenais, tu sais, t'avais ce pouvoir qui permettait de figer les objets, de taper dedans, et ça relâchait d'un seul coup toute l'énergie cinétique que tu faisais ça avec un tronc d'arbre. Tu te mettais en mode Tao Pai Pai dessus. Tu traversais le... J'ai trouvé ça oufissime. Et pour faire un lien avec quand même notre ami Kojima, parce que si on parle pas de Kojima dans l'épisode, c'est pas normal. Bah, en fait, je crois que il pousse encore plus loin le concept de la randonnée de l'extrême. Oui. Ouais. Ah oui, bien sûr. Et Link, en gros, c'est alors je vais sans doute écorcher son nom, c'est le Kylian Jornet du monde d'Hyrule, quoi. Il est capable de tout, il grimpe tout. mais il a une jauge d'endurance, il peut pas grimper absolument tout. Ouais, attends. Il y a des trucs. Tu avais les trucs de Fast qui te fait quand même. Bien sûr. Il y a quelques limitations qui sont bien d'ailleurs. Enfin voilà, c'est pas Assassin's Creed où tu peux au début ça m'a gêné, au début je me c'est relou, surtout pour la course, et en fait non, c'est tellement énorme en termes de gameplay. Oui, ça marche très bien, c'est le système d'endurance qui est très efficace. Ouais. Et il y a un truc dans le dernier là justement en Tears of the Kingdom où il y a un moment donné je me retrouve face à une montagne de glace, enfin une montagne qui était un peu gelée, où il pleuvait ou je sais plus, et puis Link, et puis ah merde, ouais, c'est vrai qu'il y avait ça dans Breath of the Wild. Comment je faisais à l'époque? J'ai même pas cherché à savoir comment je faisais à l'époque. J'ai dit, je suis dans Tears of the Kingdom, je me construis une échelle, je me construis un pont. Tu vois, et là, ça m'a rappelé des films justement de Death Stranding, ce côté, t'as envie de traverser un truc, tu prends des arbres, tu fais un pont. T'as envie de monter un truc, tu fais une échelle. Enfin, il y a... Ouais. Le côté un peu craft, quoi, qui est juste énorme. Moi, il y a un seul bémol que je trouve pour le moment, hein, j'ai doit être une quinzaine d'heures de jeu, pas plus, hein, mais un seul bémol. C'est la musique, elle est trop discrète. Ouais, j'ai pas forcément remarqué. Ouais, je la trouve beaucoup trop discrète. Pour moi, c'est un élément essentiel de tous les Zelda. Ouais. Et c'est pas pour ça rien que j'insiste. Après, de moi, elle s'emballe un petit peu quand même. Ouais, mais c'est surtout sur les moments où tu es un peu dans les villages. Donc, du coup, elles sont magnifiques en plus. Hein. C'est même pas qu'elles sont mauvaises ou autres. Hein. Elles sont magnifiques. Mais c'est trop discrète, quoi. C'est après ce qui peut s'argumenter. Hein. C'est-à-dire que tu es dans la solitude des espaces désolés entre guillemets. Et forcément, ça accompagne mieux. Le silence accompagne mieux qu'une n'importe quelle musique, quoi. Après, est-ce que c'est pas voulu dans le jeu, parce que c'est ça, c'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Ouais. Le jeu veut qu'il y ait un côté où tu te sens vachement seul, donc. Ouais, très immersif, ouais, effectivement. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, et j'en suis qu'au début de l'histoire, c'est que putain, il est sombre ce putain de jeu, quoi. Oui. Il est super sombre. Enfin, au début, le premier souvenir que tu as avec la princesse Zelda, elle te déteste. C'est vraiment sympa. Et je trouve ça génial. Enfin, en termes de narration, voilà. Moi, pour le coup, je l'ai fait un peu tard, je pense. Voilà, je l'ai commencé un peu tard. J'aurais dû le faire il y a quelques années. C'est un peu dommage. Après, Instant Walk, ce qui est intéressant dans celui-ci aussi, c'est que t'as toujours ce cliché de Zelda, enfin de Link, de Link qui va sauver Zelda, la princesse, voilà. Là, t'as un peu une inversion des rôles dans celui-ci, puisque c'est Zelda qui a sauvé Link en l'endormant pendant 100 ans, justement. Voilà. C'était l'Instant Walk. Voilà.
Mais les rôles reviennent dans leur ordre naturel. Oui, dans la oui, suite. bien sûr. J'imagine. Legend of Zelda, une saga féministe. Vous avez 4 heures. J'y vais ou Ouais, Ah, vas-y. si tu veux, hein. Alors moi j'avais beaucoup aimé Wind Waker. Ah, cool. J'avais beaucoup aimé Wind Waker. Parce que t'avais ce sentiment de liberté qui était encore décuplé par le fait de te balader en bateau entre les îles, etc. Ça changeait pas mal de choses. Le fait de jouer avec le vent, de diriger Ouais. ton bateau comme un vrai bateau. Déjà on avait ces prémices de moteur physique où t'avais vraiment l'impression d'interagir. Parce que clairement en Breath of the Wild, j'ai jamais eu autant l'impression d'interagir pour de vrai avec un environnement, quoi. Enfin, il y a ce côté où t'as l'impression que tu peux faire, bref. C'est marrant parce que vous avez quand même tapé 100% de mes trucs. Hein. Ça, à vous deux, j'ai mis 3. Est-ce que c'est pas juste les meilleurs? Wind Waker, j'ai adoré. Ça, ce jeu, j'ai adoré. Et il y avait cet aspect graphique aussi en cell shading, Ouais, qui utilisait non seulement le cell shading, qui était une technologie qui était un petit peu neuve à l'époque, qui avait été introduite par Jet Set Radio, qu'on voyait dans plein de jeux, mais qui était clairement pas aussi bien utilisé que dans Zelda, où ça donnait une dimension, enfin une profondeur et un relief fou aux personnages, aux décors, etc. Alors que à l'époque, c'est vrai que c'était beaucoup utilisé, par exemple, mais qui se souvient qu'il y a eu du cell shading dans Dark Chronicles. Bah après, pour remettre les choses en perspective, à l'époque, Wind Waker, par ce côté coloré et cel shading, justement, ça avait été mal perçu par la critique et un peu les joueurs. Avec le temps, bien sûr que quand tu vois que les jeux PS2 de l'époque et tu vois Wind Waker, et voilà, il y en a un qui a bien vieilli, il y en a d'autres qui ont morflé. Mais à l'époque où t'avais la course entre la Xbox ou entre la 64, la PS2 et tout ça, c'était moins évident. T'avais la Dreamcast aussi. T'avais un peu cette course à la techno et du coup ouais c'était pas perçu de la même manière, mais ouais effectivement. Non, moi pour le coup je l'ai joué à la fac, donc pareil, hein, c'est un jeu que j'ai réussi à faire montrer. Et c'était un instant life, quoi, comme Ultra. C'est-à-dire j'ai aimé ce jeu et j'ai adoré ce jeu. Je l'ai fait à 100% ce jeu. Je pense que c'était sans doute dans une année où je devais faire un mémoire ou quelque chose, parce que du coup je pense que j'avais beaucoup de temps libre. Ouais. Mais alors, et surtout, il y a un des trucs que j'ai aimé dans ce jeu, mais c'est pas le jeu lui-même, c'est que dans sa version collector, il était livré avec, il me semble, Ocarina of Time et Majora's Mask. Pour la version GameCube, enfin ouais, moi j'ai la version portage GameCube. Ouais. Et j'avais ces éditions-là que j'ai donné à un pote en pensant bêtement à l'époque qu'il allait avoir un remake de Majora's Mask. Je sais pas ce qui m'avait pensé ça à cette époque, il devait avoir une rumeur à la con sur internet. Donné en fait, tout simplement. Alors, j'ai donné ce jeu parce qu'en fait c'était un pote qui voulait introduire sa fille aux jeux vidéo. Et je me suis dit, bah, quoi de mieux que Wind Waker avec Ocarina of Time et Majora's Mask. Bon, peut-être pas Majora's Mask pour une première expérience. Ouais. Trop fou ce jeu. Et alors, du coup, j'ai un gros regret, c'est de pas avoir assez joué à Majora's Mask parce que j'avais commencé à y jouer, j'ai trouvé ça top, le concept, je rappelle vite fait, c'est un jeu qui se passe en temps réel. En gros, il y a un mec qui veut faire tomber la lune sur Termina, qui est une version alternative d'Hyrule. Et en gros, on a 72 heures dans le jeu, soit 54 minutes dans le monde réel, en tant que joueur, quoi, pour résoudre l'aventure. Et rien que ça, moi qui kiffe des jeux comme Shadow of Memories ou The Last Express, etc., parce que ce côté temps réel, c'est un truc que je surkiffe dans les jeux. Ouais, c'est bien. Il y a là un potentiel de jeu ça peut être potentiellement fou, Majora's Mask. Moi, j'ai jamais fini. Pareil, un jour je referai. C'est un pari fou. Ah, c'est incroyable. Ouais. Et donc ça reprenait l'univers et le moteur de Ocarina of Time à l'époque, il était sorti juste un an après. Ouais, ça se suivait quasiment. Et ouais, il a le potentiel d'être mon jeu Zelda préféré. C'est juste que j'y ai pas assez joué pour pouvoir me prononcer. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans le top 3, c'est que je l'ai pas fini, donc du coup je le considère pas dans la liste, quoi. Mais clairement, j'aimerais bien mettre la main dessus. Et malheureusement, comme Nintendo est toujours un petit peu chafouin avec les gens qui font des émulations, etc. Ouais. C'est pas forcément évident, mais je vais essayer de le retrouver là. Maintenant que j'y ai repensé. Voilà. Moi, c'est tout pour ma liste, du coup. Allez, du coup, vu que tu as parlé d'un peu Majora's Mask, on aurait pu citer quand même Ocarina of Time, qui est un épisode charnière, mais pareil, je sais pas forcément celui c'est un excellent jeu, il est presque en tout point parfait, mais c'est pas un jeu voilà, j'ai ces trois là devant, et j'ai une petite affection, même si j'ai jamais réussi vraiment à le terminer, pour Zelda 2. Du coup, je comptais pas forcément parler, mais pour ce côté extrêmement original, en fait, au terme de gameplay, sa difficulté, il est dur. Et pareil, c'est un jeu qui est unique dans la saga, en fait, quoi.
Parce que du coup, on est en side-scrolling 2D. Ouais, voilà, scrolling 2D avec un gameplay limite jeu de combat en fait. Où tu as des combats avec les boucliers, c'est juste incroyable. C'est à coup d'esquive, à coup de parade. Enfin, c'est excellent. Un univers extrêmement sombre, des personnages, du coup tu vas pour aller choper un pouvoir, en fait tu t'aperçois que c'est un démon, il te défonce la gueule. Enfin, il y a il est peut-être là le lien avec le jeu dont tu vas nous parler après. Ouais, peut-être, ouais, effectivement c'est celui qui se rassemble le plus, ouais. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup aimé ce Zelda que j'ai refait en fait sur émulateur. En fait, j'avais pas trop joué à l'époque, mais je l'ai refait il y a 15 ans ou un truc comme ça sur émulateur. Et j'étais arrivé beaucoup plus loin qu'à l'époque où j'avais commencé le jeu sur console. Et je me dis, ce jeu est une pure merveille, mais il est dur. Il est vraiment très difficile, quoi. Voilà, donc Zelda 2, ça fait partie aussi d'un épisode mythique, quoi. Moi, Zelda 2, justement, vu que t'en parles, moi, pendant des années, une fois de plus, hein, je vous rappelle que je l'ai dit il y a pas longtemps, là, il y a 10 minutes, mais je le redis, moi, Zelda, c'est quelque chose que j'ai connu vraiment, entre guillemets, sur le tard. Et en fait, quand j'étais petit, que je voyais des extraits de Zelda 2, ou en tout cas la DA, des choses comme ça de Zelda 2, j'ai longtemps cru que c'était un truc genre un faux jeu. Un faux jeu Zelda, une imitation Zelda. Un peu la manière de Mario Bros 2 en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Le fait déjà d'avoir cette vue là, bah c'est un platformer. Enfin, c'est une vue. Ouais, c'est un side-scrolling, ouais. Enfin... Voilà. C'est comme tu dis side-scrolling façon platformer. Déjà, il y a ça. Je me suis dit putain, c'est chelou quand même que c'est fait un Zelda comme ça. Enfin, tu regardes tous les Zelda, ils ressemblent pas à ça, quoi. Enfin voilà. Et quand tu voyais. Mais très vite, ils se sont rendu compte que ouais, effectivement, ça marchait pas ouf. C'est ça. Et quand tu voyais justement la DA il y avait, je crois, des cinématiques ou en tout cas des images pour mettre un peu en contexte, pour raconter l'histoire. Il y a un délire un peu comme ça, je crois. Et quand je voyais ça, enfin ce truc mal dessiné, ou en tout cas vraiment j'accrochais pas à la DA. J'ai longtemps cru que c'était une parodie ou un truc comme ça, quoi. Non, c'est un vrai jeu Zelda. C'est un vrai jeu. Et, avec tous les éléments en plus, hein, c'est ça. C'est vraiment une suite directe en plus de. Et pareil, une grosse prise de risque, des innovations, enfin tout ce qui est. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai pas voulu le faire, parce que quand j'ai compris que c'était un vrai jeu, que je me suis renseigné dessus, que j'ai vu que c'était peut-être le Zelda le plus dur, voilà, et que je me suis dit, ah, c'est bon, je tente même pas, quoi. Je passe direct à Link to the Past. Alors, ouais, un avantage dont j'ai pas parlé tout à l'heure. Oh, je refais la pub pour Nintendo, hein. Ils m'ont juste payé 200 balles, là, pour que je parle de l'abonnement Switch Online. Il y a, quand vous jouez sur l'émulateur Switch, de la NES, ou de la Super NES, vous avez un mode, retour en arrière? Oui, ouais, j'ai vu ça, je me suis refait un peu Metroid pour l'accès gratuit de 7 jours, là. Ouais. Effectivement. Ce qui fait que tu meurs, hop, tu vas appuyer sur ZLZR, et tu peux revenir loin dans le passé, enfin, assez loin, et reprendre ta partie à ce moment-là, quoi. Ok. Et pareil, même les jeux qui proposaient pas de sauvegarde à l'époque, là t'as la sauvegarde, enfin Et ça fait un truc genre façon rewind et tu lâches les boutons quand tu veux. Non, en fait, quand t'appuies sur les boutons, ça t'ouvre un petit menu où t'as des différentes captures, genre toutes les 5 secondes, ça prend une capture, et tu choisis, ok. Ok. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on passe au ramen ou, ouais? Par contre, voilà, dans le chat, là, au moment où on fera la pause, on fera peut-être une petite pause après le ramen. Ouais, après le ramen, on peut. Voilà, du coup, vous pouvez nous dire votre Zelda préféré ou Zelda qui vous a marqué le plus. Ça peut être chouette, quoi. Du coup, faire partager l'expérience parce que il y a tout, j'en ai fait pas beaucoup sur portable, mais je me rappelle que celui qui se passe sur l'île de Cocoline, j'avais adoré ce jeu, quoi. Enfin, sur Game Boy, et voilà, il y en a plein en fait sur portable qu'on n'a pas trop parlé un peu à part dans la chronologie, qui sont des pures merveilles, comme il disait Ultra Chili, quoi. Après il y a des trucs, au pire on peut en parler maintenant, peut-être, je sais pas. J'ai noté, donc du coup c'est ça tout à l'heure quand je vous avais posé la question, c'était quelques spécificités sur certains opus qui ont vraiment apporté des fonctionnalités, ou en tout cas des prises de risques qui ont vraiment changé la saga, ou qui ont eu un impact sur l'industrie du jeu vidéo. Et là, je cherche ma prise parce que je vois que j'ai beaucoup de batterie sur le PC. Ce serait dommage. Donc ça serait bien qu'on meuble pendant qu'il essaye de brancher tranquillement. J'arrive à meubler, là ça va, j'ai réussi à trouver le truc. Et pour vous meubler, Ikea, c'est pas cher, c'est pratique. Petite parenthèse, je fais étudier le médecin malgré lui à mes élèves, et à un moment donné, le personnage de Sganarelle, hein, donc le gros enfoiré de service, il croise la nourrice qui il aimerait bien se faire, et d'ailleurs il le montre de manière absolument pas MeToo. Du coup il a dit, oh quel joli meuble,
Et du coup, quand les enfants, ils ont compris, en fait, qu'est-ce que ça voulait dire comme l'expression, voilà, ils étaient tous choqués. Ils étaient choqués, frérot. Ouais. Donc c'est bon, maintenant le portable est branché, donc il y a plus de risque que tout s'éteigne. Tout va bien, alors. Donc tout va bien. Et on a déjà eu une couille technique, donc, ça suffit. Et alors tout à l'heure on l'a évoqué un peu, alors il y aura pas tous les opus, hein, il y en a à peu près 7 ou 8 qui vont être évoqués, peut-être à Aegis Max. Alors, je vais pas redire sur The Legend of Zelda, le tout premier, qui a amené le principe de sauvegarde, d'une vraie sauvegarde, voilà. Sur A Link to the Past, la nouveauté, ça a été les interactions avec les PNJ dans le village. Jusqu'à présent, t'avais pas ça dans les jeux. Oui, c'est un peu des mondes un peu vides, quoi. C'est ça. Ah, pas non, même dans le 2, en fait, hein, tu as beaucoup de PNJ. Hein. Ouais, mais est-ce que tu peux interagir avec eux? Ouais, d'accord, ok. Tu as beaucoup de PNJ. Dans le 2. Et mais t'avais quand même un style plus cinématographique, c'est-à-dire que le jeu se lançait. Ah, mais tu avais carrément les bandes noires et tout, quoi. Si t'attendais quelques secondes, t'avais une cinématique où tu voyais la princesse se faire capturer par le méchant là, je sais plus comment il s'appelle, le premier boss là, qui est envoyé par Ganon. Guiraïm ou un truc comme ça, ou Agilim, bref. Et je l'ai noté en plus dans mes notes. enfin voilà, t'avais pas mal de choses comme ça. Dans Link's Awakening, ce qui a été impressionnant dans ce opus là, ça a été comment ils ont contourné les limitations techniques de la Game Boy pour produire un jeu qui était quasiment aussi joli que Link to the Past. Et c'est encore vrai aujourd'hui, hein. Le Tears of the Kingdom, c'est incroyable qu'il tourne sur Switch sans problème. Oui, c'est vrai. C'est hallucinant. Ben justement, ce qui s'était passé, c'est que Nintendo, enfin à l'époque où c'était juste avant qu'ils aient fait Breath of the Wild, il y avait eu sur Switch, même pas sur Switch, c'était sur la Wii U, il y avait eu Xenoblade Chronicles, qui est un grand monde ouvert magnifique aussi. Et en fait, quand Nintendo a vu ce qu'ils ont fait, ils ont recruté l'équipe, et la plupart de l'équipe a bossé du coup sur Breath of the Wild et du coup sur The Kingdom. C'est pour ça que voilà, les gars ils maîtrisaient leur sujet et leur sujet. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, j'étais sur Link's Awakening. Donc voilà, ils ont su développer une aventure hyper gigantesque sur une console portable, hein, ce qui à l'époque était pas gagné d'avance. Hein. Donc l'astuce était de diviser les mondes et les donjons en plusieurs écrans plus petits, et aussi de permettre d'assigner rapidement aux touches des objets. Parce que comme t'avais que 2 boutons sur la Game Boy à l'époque, alors que t'en avais 6 sur Super NES, voilà, il fallait trouver une petite astuce pour contourner tout ça. Ocarina of Time, c'est le premier opus 3D. Ouais. Voilà. Et justement, par rapport à ces nouvelles contraintes de la 3D, notamment pendant les combats, pour pouvoir toucher ses ennemis, l'astuce, et ça a été la première fois que ça a été mis en place dans un jeu, ça a été la visée automatique, la visée bloquée, quoi. Et avec le bouton Z. Avec le bouton Z. Et qui... en dessous, là. Qui aujourd'hui encore... Enfin, fragile, mais il était chouette. À partir du moment où ils ont fait ça, ça a été pris dans tous les jeux, quoi. Tous les jeux aujourd'hui, même le dernier God of War, t'as encore de la visée bloquée comme ça, enfin... Voilà, alors que c'est un jeu qui date de 98, quoi. Et aussi l'horripilante Navy. De quoi? Aussi l'horripilante Navy. Ouais. Hey, listen. Hey, listen! Ah, putain, ça, ouais, je sais pas. Il n'a pas été traumatisé comme nous. Non. non. Ça se voit que t'as joué moins de 5 minutes à Ocarina. Non, j'ai joué quelques heures, mais ça m'avait pas choqué plus que ça à l'époque, ouais. Ce qu'il y avait de sympa, par exemple, dans Oracle of Ages et Oracle of Seasons, c'est que les épisodes étaient interconnectés. Donc, après avoir fini l'un des 2 jeux, le joueur obtenait un code à rentrer dans le second pour commencer une partie transformée en véritable suite de l'histoire précédente. Ah, du coup, c'était dans les 2 sens ou c'est dans un seul sens? Ouais, dans les 2 sens. Ah, ça c'est classe. Parce que je pensais à Baton Kaitos, parce que justement, quand tu finissais le premier, tu avais une carte spéciale que tu pouvais avoir dans Baton Kaitos Origins, par rapport à l'histoire que tu venais de vivre. Mais là, du coup, c'est classe dans les 2 sens. Là, dans les 2 sens. Donc la vraie fin des 2 jeux, qui impliquait la princesse Zelda, alors que dans une partie normale, elle y était pas. Donc du coup, ça incite le joueur à retourner au premier jeu avec des objets qu'il a importés du premier, enfin
de sa De première l'autre. partie, voilà. Tu peux aussi échanger avec quelqu'un qui avait un jeu Zelda, des objets. Ça, c'était pas mal aussi. Un peu façon Pokémon, hein, à l'époque, comme ça se faisait aussi. Avec les cordons, là, je sais plus comment ça s'appelle, les câbles. Bah, on jouait à Tetris s'appelait en Link multi quelque chose. avec ça à l'époque. Game Link. Ou Game Link, ouais, Ouais, c'est ça. je Il y avait Link dedans, ouais, Il y ouais, avait c'est Link ça, c'était dedans. Game Link. Je crois que Ça, je me rappelle, on s'est fait des parties avec mon père et mon frère, on se faisait des affrontements, même avec les voisins, sur le Tetris de ouf, quoi. La nouveauté aussi, c'est que dans un jeu, t'avais les décors, les éléments qui changent selon les saisons, donc dans Oracle of Seasons, où t'as aussi des endroits qui deviennent accessibles, par exemple, qui sont pas accessibles en hiver, mais qui le deviennent en été. Et t'as aussi des changements selon l'époque dans Oracle of Ages, donc où ce qui est fait dans le passé a des conséquences sur le présent. Dans Wind Waker, tout à l'heure vous en avez parlé un peu, il y avait un truc qui était pas mal, c'est de l'infiltration. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors, c'est la partie que j'ai le moins aimé du jeu, mais effectivement, il y avait ça dedans. Donc, ce qui était sympa aussi, c'est par rapport à la baguette, comme tu disais, on pouvait contrôler le vent. Bon, on pouvait contrôler d'autres choses, hein. On pouvait se téléporter, on pouvait changer, enfin passer de la nuit au jour, enfin, Ouais. t'as des trucs assez sympas. Sur Four Swords Adventures, qui est sorti sur GameCube en 2005, t'as Nintendo qui essaie de passer un jeu multi, et où chaque joueur pouvait brancher sa console Game Boy Advance pour faire sortir un peu de l'aventure, aller dans des grottes, des donjons et tout, et revenir ensuite Ouais. à la partie. Donc T'as tout des ce- parties multi. c'est ça, donc je pouvais faire la partie ensemble, ça s'affichait à l'écran commun, et dès que je voulais sortir un peu du donjon ou quoi, là ça s'affichait sur ta Game Boy Advance. Bon, c'est un concept qui a été abandonné ensuite pour les futurs jeux, mais en tout cas voilà, ils ont fait ça. Et bon, c'est vrai que c'était vachement contraignant parce que ça nécessitait du coup d'avoir des consoles portables pour aller vraiment au bout de l'expérience, quoi. Ouais, je me rappelle qu'avec mon frère sur Game Boy Advance, on faisait ça pour Final Fantasy Tactics. Ouais. Donc on pouvait s'échanger des unités, s'échanger un peu des objets, etc. Donc c'était chouette. Et pareil, toujours avec un système de Game Link qui était un poil foireux quand même, mais enfin ça marchait, mais c'était un peu ergonomiquement lourd, quoi. Et voilà, juste pour finir sur Breath of the Wild, pareil, on a dit pas mal de choses, juste la petite nouveauté aussi, bon, au-delà du monde ouvert et des choses qu'on a déjà dites, c'est aussi qu'on a un Link qui est pas vert. Le Link, il est bleu. C'est la première fois qu'on a un Link bleu, enfin, Ouais, qui est pas vert. vert d'office, quoi. Ouais, d'entrée de jeu, parce qu'après, dans pas mal de jeux, ils pouvaient changer de couleur Oui. selon les... Les teintures. Il y a le teinturier dans Breath of the Wild. C'est ça. Donc voilà, les petites différences, les petites influences qu'il y a eu et que je trouvais peut-être intéressant de noter, voilà. Ah, c'est chouette, ouais, carrément. Parce que dès le premier, hein, on peut devenir bleu. Ouais. Bah, rouge même. Je suis pas allé assez loin pour Une fois- savoir ça, du coup. Une fois quand tu as la bague, en fait. C'est la bague qui te change de couleur. Bah, je sais pas, moi, me transforme en bleu. Oui, parce que t'as deux bagues. T'as la bague Ah. qui t'enlève la moitié des dégâts et t'as la bague qui t'enlève un quart, quoi.